Bonsoir à tous, merci d'être ici ce soir. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la lumière et de comment, en tant qu'onde, en tant que vibration du champ électromagnétique, elle va interagir avec la matière. Alors ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais en fait, on est en train d'en faire l'expérience en ce moment même. On a de la lumière, ici, émise par des projecteurs, qui va se propager jusqu'à moi, qui va interagir avec ma matière et qui va être ensuite renvoyée vers vous. Et c'est ce qui va vous permettre de faire une image de moi. Il y a une propriété très importante ici, c'est que la lumière, elle se propage en ligne droite. Elle part du projecteur, arrive vers moi et retourne vers vous. Et donc même si vous êtes tout au fond de la salle, le fait que la lumière se propage en ligne droite jusqu'à vous, ça vous permet de faire une image dans votre œil. Ce n'est pas toujours le cas. Si par exemple, on avait allumé la machine à fumer ici, on aurait un gros brouillard, vous verriez un voile lumineux, mais vous seriez incapable de faire une image de moi. Alors plutôt que de mettre un grand coup de machine à fumer maintenant et de saboter le taux qui suit, on va plutôt regarder cette image. Ici, on a également un brouillard. Alors il se trouve que c'est plutôt un brouillard de pollution plutôt qu'une petite brume matinale. Mais bref, ce brouillard, il est fait de plein de petites particules qui vont interagir avec la lumière d'une certaine manière. Si on vient zoomer sur l'une de ces particules et qu'on regarde son interaction avec la lumière, avec une onde lumineuse, on va voir que cette particule, elle va dévier. On dit en physique qu'elle diffuse l'onde lumineuse. Si maintenant, on a plein de ces petites particules, les configurations vont changer, les formes des particules vont changer, la géométrie va changer, la direction initiale de la lumière va changer, et donc au final, ça va faire que les ondes lumineuses vont être envoyées dans toutes les directions. La conséquence de ça, c'est la suivante. Si on regarde la personne au premier plan, entre nous et elle, ou entre elle et la caméra, on n'a pas beaucoup de particules, donc la majeure partie de la lumière se propage en ligne droite. On est bien capable de faire une image sur notre œil de cette personne. Si maintenant, on considère les personnes qui sont à l'arrière-plan, il y a une énorme couche de brouillard entre nous et elle, il y a une énorme quantité de particules qui vont diffuser la lumière lorsqu'elle va se propager à travers cette couche de brouillard. Et donc, en étant diffusée, en étant déviée, en étant envoyée dans toutes les directions, quand cette lumière parvient à notre œil, on ne voit plus qu'un grand halo lumineux. La lumière, elle traverse bien, on n'a pas une image toute noire, mais on est incapable de faire une image. Donc le premier phénomène qui nous intéresse ce soir, c'est la diffusion de la lumière par les particules. Le deuxième phénomène d'interaction lumière-matière qui va m'intéresser, c'est l'absorption. Ici, la lumière, elle continue de se propager en ligne droite, mais son intensité va diminuer au fur et à mesure de sa propagation dans le matériau. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi super bien. Si jamais vous êtes un 3 juillet à 14h à Malmousque, selon que vous ayez un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti. Le t-shirt noir va absorber la lumière et vous allez sentir que vous chauffez. Donc, diffusion de la lumière et absorption de la lumière, ça va être les deux phénomènes, les deux interactions lumière et matière qui vont nous occuper ce soir. Alors, petite pause pour moi maintenant, petit quiz pour vous. J'aimerais que vous me donniez le point commun entre ces deux images, entre un nuage, ou les brouillards qu'on a vus juste avant, et puis cette main, ou en fait les tissus biologiques qui sont dans cette main. Je vous écoute. Ils vont être touchés par la lumière, mais alors de quelle façon est-ce qu'ils vont interagir avec cette lumière? Allez-y, envoyez des idées. Tous. Levez pas la main, dites-les. Ouais, les deux sont opaques. Les deux diffusent la lumière, effectivement. Les tissus biologiques, ma main, est faite de peau, de cellules, de plein de choses qui vont empêcher la lumière de passer. Alors attention, la lumière, elle passe bien. On peut en faire l'expérience avec un smartphone. Ici, j'ai juste allumé le flash et je vais mettre mon doigt devant. Vous voyez bien ici que la lumière, elle traverse mon doigt, puisque vous voyez du rouge qui apparaît sur votre œil. En revanche, elle ne se propage pas en ligne droite. Si on regarde maintenant, plutôt qu'avec un smartphone, avec un faisceau laser, ce qui se passe lorsque la lumière se propage dans les tissus biologiques, et qu'on zoome sur les premières couches, on va voir ceci. La partie importante de cette image, c'est l'échelle. C'est le 1 mm que vous voyez en haut. Ici, on a le laser qui arrive de la gauche et qui va se propager au fur et à mesure dans les tissus. Au début, tout va bien, le faisceau se propage en ligne droite, et plus il va rencontrer de cellules, de molécules, de constituants de la matière, plus il va être diffusé pour finalement, au bout d'1 mm,
partir dans toutes les directions. Ça, au laboratoire, quand on utilise un microscope optique, ça va nous poser un problème. Ça va nous poser un problème parce que ça va nous imposer de regarder uniquement les couches superficielles des tissus, donc dans le premier millimètre sous la surface. Ou alors, ça va nous imposer de regarder des échantillons fins. Dans le cas d'échantillons épais, on serait obligé de les découper en échantillons fins. Ça, si on s'occupe finalement juste de la structure, de la géométrie des échantillons, par exemple des cellules, de la morphologie des tissus, ce n'est pas forcément très grave, on peut les découper. En revanche, si on veut regarder le fonctionnement du cerveau, ça pose un autre problème. Imaginez un cerveau de souris qu'on est obligé de couper façon Carpaccio pour le regarder. Le cerveau va beaucoup moins bien marcher, nos analyses vont beaucoup moins bien fonctionner. Donc ça va poser un souci. Alors il existe d'autres types d'ondes qui ont déjà été utilisées pour aller sonder les profondeurs des tissus, comme par exemple les rayons X. Alors vous avez probablement déjà vu ce genre d'image, et ici vous vous rendez compte qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Alors effectivement, elle est assez moche, mais il se trouve que c'est une des premières images radiographiques qui a été obtenue par Röntgen, le découvreur des rayons X à la fin du XIXe siècle, et qui ici fait une image de la main de sa femme dont on voit la bague. Donc cette image est moche, mais elle est très importante historiquement. On peut également regarder, non pas uniquement les os, mais aussi les vaisseaux sanguins avec des rayons X. Et puis il y a une troisième technique que vous connaissez probablement déjà, qui s'appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. En gros, ça consiste à, avec des champs magnétiques, regarder les variations de l'orientation des protons dans le corps. Et en faisant ça, on est capable de sonder, à grande profondeur, l'organisation des tissus. Toutes ces techniques, elles ont quelques inconvénients quand même par rapport à la microscopie optique. Les rayons X, ça va utiliser des rayons ionisants. Les rayons X, c'est de la lumière, on ne peut pas les percevoir avec les yeux, et en plus, ils sont ionisants. Ça veut dire, en gros, que ça provoque des cancers. La deuxième chose, dans le cas de l'angiographie, c'est qu'on est obligé d'injecter des agents de contraste, et donc, ce n'est pas très généralisable à toutes les situations. Et enfin, dans le cas de l'IRM, on a un système qui coûte très cher, on va parler de millions ici, à la fois pour la fabrication et pour l'entretien. Et aussi, il y a un autre problème avec ce genre d'imagerie, c'est que, spoil, le contraste, l'information visuelle des images, ne va pas être très facile à interpréter dans certains cas. OK. Il y a un troisième type d'onde qu'on peut utiliser, qui est celui-ci, que je vais vous laisser deviner, donc en trouvant le point commun entre, d'un côté, un système d'assistance au parking, et de l'autre côté, un bébé. Je vous écoute. L'écho, on peut préciser éventuellement un peu. Ouais, les ultrasons, très bien. Donc ici, on a deux systèmes qui vont utiliser des ultrasons. Dans le cas de la voiture, pour sonder l'environnement, les plots, les trottoirs, éventuellement les piétons, et dans le deuxième cas, pour sonder la morphologie du fœtus. La lumière et les ultrasons, donc dans le premier cas, une vibration du champ électromagnétique, et dans le deuxième cas, une vibration mécanique, une variation de pression, c'est des ondes, et donc ça peut être décrit par les mêmes concepts, et notamment par leur longueur d'onde et leur fréquence. Dans le cas des ultrasons, si on prend une grande longueur d'onde, donc une basse fréquence, on va avoir des sons plutôt graves, et si on a une longueur d'onde petite, une haute fréquence, on va avoir un son très aigu. Nous, ici, ce qui va nous intéresser, c'est des sons très, 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 très aigus, avec des fréquences de plusieurs dizaines de mégahertz. C'est par exemple 1000 fois plus aigu que ce qu'on est capable, nous, d'entendre, et c'est également plus aigu que ce que peuvent percevoir des chiens ou des chauves-souris. Ces deux ondes, lumineuses et ultrasonores, on va regarder si on ne peut pas les coupler pour aller regarder en profondeur dans les tissus sans ouvrir. Pour regarder ça, on va regarder comment est-ce qu'elles peuvent conjointement interagir avec la matière. Donc prenons notre échantillon, on a toujours notre main, qui contient des vaisseaux sanguins, qui absorbent la lumière, comme un t-shirt noir à Malmousque. Si on l'éclaire maintenant avec un faisceau lumineux, les vaisseaux sanguins vont absorber la lumière et chauffer. Si on vient maintenant éclairer avec des flashs lumineux, très courts, ce chauffage bref des vaisseaux sanguins va créer une sorte de pop qui va générer une onde ultrasonore, qui va pouvoir se propager ensuite à travers les tissus, qu'on suppose, dans le cas des ultrasons, être principalement composés d'eau. Et donc, en venant détecter ces ultrasons avec un microphone très sophistiqué, on va pouvoir
reconstituer une image des vaisseaux sanguins à l'intérieur. Et donc c'est ce genre d'image qu'on va être capable d'obtenir. Ici, ce qui est très curieux, c'est qu'on a une image optique. On a vraiment une information sur l'absorption optique des vaisseaux sanguins. On regarde ce qui est plus ou moins foncé à l'intérieur. Mais on n'a détecté vraiment que des ultrasons. On a fait une mesure uniquement des ultrasons émis par ces vaisseaux sanguins. Alors je vous ai mis plein de mains dans ces slides, mais en fait ce qui m'intéresse au labo, ce n'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cerveau. Et c'est comment utiliser ces techniques, on dit d'imagerie photoacoustique, photo pour la lumière, acoustique pour les ultrasons, pour rendre ce cerveau non plus opaque, mais transparent, ou le plus transparent possible, du moins virtuellement. Si vous vous souvenez ce dont j'ai parlé au début de ma présentation, j'ai dit qu'avec un microscope optique, on pouvait accéder uniquement au premier millimètre sous la surface dans le cerveau. Alors ici, on a une coupe de cerveau de souris, dans ce sens-là. Et le premier millimètre, ça représente la zone qui est en vert ici. Si on veut aller regarder l'activité du cerveau plus profond, il va falloir qu'on insère des électrodes, des fibres optiques, qu'on enlève des morceaux. Bref, qu'on fasse tout un tas d'opérations qui vont perturber énormément le fonctionnement du cerveau. Dans le cas de l'imagerie photoacoustique, on est déjà capable de faire certaines images, notamment des vaisseaux sanguins. Ici, on est capable pour le moment d'avoir une résolution spatiale, donc un niveau de détail, un niveau de zoom, de l'ordre du dixième de millimètre, ce qui nous permet de voir très bien les vaisseaux sanguins. Pour aller regarder les neurones uniques, il faudrait qu'on gagne un facteur 10 dans ce niveau de détail, et donc c'est ce qui va m'occuper, entre autres, au laboratoire. Alors ici, on voit très bien les neurones, mais parce qu'ils ont été imagés avec un microscope optique dans une tranche coupée, dans un cerveau de souris. En plus de ce niveau de résolution spatiale, il y a aussi la résolution temporelle qui va nous intéresser, c'est-à-dire combien d'images on est capable d'avoir par seconde pour faire un film de l'activité des neurones qui ressemble à ceci. Ici, donc, imaginez les neurones, c'est une quantité de cellules qui sont connectées les unes avec les autres, qui s'envoient des impulsions les unes aux autres pour faire tout un tas d'opérations. Et on peut les modifier dans le cas des souris pour qu'à chaque fois qu'elles envoient des impulsions électriques, elles envoient également des flashs lumineux qu'on va être capable de capter avec nos microscopes ou nos systèmes d'imagerie photoacoustique. Et donc, au laboratoire, on veut développer des techniques qui améliorent le niveau de détail dans l'espace et dans le temps. Et pour cela, on va développer des techniques d'imagerie photoacoustique, on dit tout optique, c'est-à-dire qui vont mesurer les ultrasons également avec de la lumière. Donc pour résumer, on a un laser, ici en vert, qui génère les ultrasons, et un autre laser qui va mesurer ces ultrasons, ici en rouge, grâce au couplage avec un petit composant que j'ai indiqué ici en bleu. Et grâce à cette technique, on va être capable d'avoir des images de l'activité des neurones à grande profondeur dans les tissus biologiques, sans interférer. Merci beaucoup.